Tu écoutes Éclat de voix au féminin, un podcast pour laisser libre cours à la parole des femmes. Je suis Vanessa et je pars à la rencontre de toutes ces femmes qui ont à cœur de raconter leur parcours de vie, en communiquant leurs difficultés, leurs blessures, leurs erreurs, mais aussi leurs joies, leurs fiertés et conseils. J'espère que cela t'inspirera à créer la vie qui te ressemble et à prendre soin de toi. Aujourd'hui, je te partage ma conversation Skype que j'ai eue le mois dernier avec Camille Accard-Monarque. Créative et authentique, dans cet épisode, Camille nous confie son bouleversement quand elle est devenue maman et les difficultés qu'elle a rencontrées pour concilier sa vie professionnelle chronophage d'architecte et sa jeune vie de famille. Comment la réalité lui a ouvert les yeux sur sa vie et lui a permis de changer son métier et sa posture de maman. Le regard des autres a été une source d'angoisse qu'elle a su dépasser en s'appuyant sur le soutien des bonnes personnes. Elle nous raconte aussi comment elle a su se recréer une vie, même passé 40 ans, en s'écoutant davantage et en allant vers des choses qui lui font écho en elle. On parle également de perfectionnisme, de développement personnel, du bonheur et de rêve. Et bien entendu de ces changements géographiques qui ont enrichi sa vie. Alors, très bonne écoute! Bonjour Camille. Bonjour Vanessa. Tu vas bien? Écoute, ça va très très bien. Un peu excitée et stressée, mais ça va très bien se passer. Et toi? Carrément, ça va très bien se passer. Ça va super bien. Je suis hyper contente de t'avoir, justement, de converser avec toi sur cet épisode donc d'Éclat de voix au féminin. Je suis hyper ravie que tu aies accepté justement cette interview. Avec plaisir. Donc, j'ai fait des petites recherches, sur toi, sur Internet. Ouais. Donc, tu as 44 ans. Bon, généralement, on ne dit pas ça, mais bon, on va le dire là. On dit 2 fois 22. Ans. Tu es graphiste et illustratrice. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte de ton fabuleux talent grâce à la vignette que tu as créée pour ce podcast, Éclat de voix au féminin. Merci beaucoup pour cette beauté que tu as réalisée. Merci à toi pour ta confiance. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à l'imaginer et à te le diffuser. Ouais. En tout cas, ça s'est ressenti rien que dans le rendu. C'était vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci. Du coup, tu es mariée? Oui. Ah, et tu as des enfants qui ont quel âge? Et j'ai 2 petites filles qui commencent à être assez grandes, de 11 et 13 ans. D'accord. Et du coup, j'ai vu tout au long de ta vie que tu as un peu bougé. Oui. Géographiquement. On a un peu bougé, tout à fait. Donc tu es d'origine de Paris? Alors non, j'aime bien dire que je suis d'origine bretonne et que j'ai vécu à Paris. D'accord. Mes deux parents sont bretons, je suis née à Paris, j'ai vécu 26 ans à Paris, en effet. D'accord, tu as vécu 26 ans. Et du coup, tu as quitté la capitale pour... Alors, pourquoi ce départ et pour aller où? Donc j'ai rencontré mon mari sur Paris, il était lyonnais, lui, d'origine. Et on a toujours eu, à un moment donné de notre début d'histoire, dit on partira, on ne va pas rester à Paris. L'idée, c'était d'explorer d'autres horizons. Et la proposition d'un poste à Lyon s'est présentée à lui. Du coup, je l'ai suivi. Et c'était en 2003, on allait tout juste se marier. D'accord, et pas d'enfants à ce moment-là? Et non, on n'avait pas encore d'enfants à ce moment-là. On avait plein de projets, plein d'envies, et surtout celle de partir de Paris. D'accord, donc tu avais 26 ans, c'est ça? Et j'avais 26 ans, oui, tout à fait. Et donc tu es arrivée à Lyon, vous êtes resté combien de temps à Lyon? Donc on est arrivé à Lyon, on a pas mal vadrouillé dans les arrondissements divers et variés de Lyon et on est resté de 2003 à 2014. D'accord, donc 11 ans. Et qu'est-ce que tu as construit à Lyon? Comment s'est passé ces 11 années à Lyon? J'ai construit 2 magnifiques princesses, ce qui est déjà pas mal, qui ont bouleversé ma vie et notre vie, je pense. J'ai construit mon métier d'architecte d'avant. Après mes études parisiennes, j'ai travaillé principalement en atelier et en agence d'architecture à Lyon, où je me suis vraiment forgé et un tempérament et un caractère sur les chantiers pour une gonzesse face à des entreprises principalement représentées par des mecs, des artisans mecs et des entrepreneurs mecs. On ne peut que choisir la facette je m'ancre et je suis femme pour autant dans un milieu d'hommes. Ça n'a pas toujours été simple, mais ça m'a bien confortée.
Et puis en 2014, mon mari a eu la proposition d'un poste à l'étranger, en Suisse, à Lausanne. Et là, pareil, la pétillance de devoir changer m'a fait pas mal envie. Donc on est parti avec nos bagages. Une main devant, une main derrière, on aime bien dire, parce qu'on ne connaissait personne. On a eu tout à construire administrativement, recréer nos identités, parce que la Suisse, c'est un pays très très beau, très accueillant, mais pour autant avec des règles bien différentes de France, mais qu'il faut suivre, qu'il vaut mieux suivre pour pouvoir bien s'intégrer. Donc ça aussi, c'était une très belle expérience. Et du coup, alors avant de continuer ton parcours Oui. géographique, on va Oui. revenir sur quand tu m'as parlé de tes filles, l'arrivée de tes filles, que ça a été un bouleversement. En quoi ça a été un bouleversement pour toi? Le centre de gravité est devenu un centre d'intérêt tourné uniquement vers elles, avec cette mission que je me suis sentie de les accompagner et de les guider le mieux possible dans leur épanouissement, dans leur écoute, dans le partage, dans l'amour. Est-ce que tu t'es mis une pression par rapport à ça ou pas du tout? Ou c'était naturel? Alors pour moi, ça a toujours été très naturel. Ok. Ça a été naturel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est là où j'étais... Quand j'étais architecte, je mettais beaucoup d'attention et d'intention dans mon travail. Je ramenais beaucoup le soir. J'ai jamais su ce que c'était vraiment que le salariat de base. Les RTT et tout ce qui pouvait s'en suivre, je ne connaissais pas trop. Donc je rapportais énormément de travail à la maison, quand bien même j'avais mes enfants. Et il y a un moment, quand ma seconde est arrivée, un peu beaucoup trop tôt, là je me suis rendu compte que le centre de mon attention devait principalement se tourner vers mes enfants, vers ces petites vies que j'essayais d'accompagner, que j'essayais de faire grandir. Et donc le travail est passé en second plan. Donc ça veut dire concrètement, tu n'emmenais plus ton travail chez toi, voilà, j'essayais de structurer un peu plus, d'être plus... déjà plus... comment dire, de dire à mes patrons qu'il y avait forcément une nécessité d'organiser mieux mes journées, parce qu'on me donnait énormément de responsabilités. Je devais avoir une quinzaine de chantiers en suivi, et ça n'a plus été possible. Mes enfants me l'ont clairement fait comprendre, si tu veux, inconsciemment. Elles réagissaient à cette pression que je me mettais et qu'on me mettait. Et de quelle manière elles réagissaient, du coup? Comment elle te le faisait? C'était physique. J'avais mon aîné qui vomissait tous les matins avant d'aller à l'école. D'accord. J'ai ma seconde qui pleurait régulièrement et qui ramenait des angoisses et des stress à la maison le soir. Et j'ai très vite fait le lien que c'était parce que j'étais pas du tout épanouie, en tout cas pas en accord avec le côté boulot et ma vie de maman. Et du coup, à partir du moment où tu as changé ce point professionnel par rapport à ta vie, tout de suite, tes enfants n'ont plus ces soucis. Oui. D'accord. Ça a été systématique. Et encore, j'ai pris le temps de faire les choses. J'ai dit à mes patrons que je souhaitais démissionner. Je leur ai dit 6 mois avant, si tu veux. Et j'étais dans l'incapacité totale de gérer une rupture de contrat conventionnel. Ouais. Donc, je suis vraiment partie sans rien. Pour autant, je ne le regrette pas, parce que ça m'a boostée pour aller de l'avant et créer d'autres choses. Donc, j'avais aucune indemnité, mais pour autant, j'avais plein d'envie, plein de projets. Pour toi, la solution n'était pas de ralentir le rythme professionnellement, c'était carrément d'arrêter. Oui, je ne pouvais pas. J'ai bien essayé, mais je ne pouvais pas. J'étais tellement perfectionniste, tellement dans la maîtrise de tout. C'était très compliqué pour moi de déléguer. Du coup, même après avoir essayé, je voyais que c'était absolument pas possible. Et d'un commun accord avec mon mari, on a décidé d'arrêter. C'est qu'une page devait se tourner. Et tu parlais tout à l'heure du regard des autres. Comment tu l'as dépassé justement? Pour changer, tu disais que c'était ça qui a été compliqué, le regard des autres. Comment as-tu réussi à le dépasser par rapport à cette étape de vie? Quand j'ai vu que mes filles allaient mieux, je me suis dit que ma décision était la meilleure. Je te cache pas que l'environnement très proche, à savoir la famille, les parents, j'entends, puisque mon mari me soutenait, ça c'était une chose, mais mes parents, ça faisait très bien de dire qu'ils avaient une fille architecte. La réputation et tout ce qui s'ensuit, ça les a, je pense, un peu bouleversés et blessés de s'entendre dire que leur fille était chômeuse, quoi. Sauf qu'elle n'a pas été très longtemps. Oui. Mais sur le moment, il y a eu cette... peut-être question d'ego ou quelque chose? Non.
D'ego vis-à-vis de moi, non. Mais j'avais clairement l'impression que la petite fille décevait les parents. D'accord. Tu l'as Voilà, ressenti ça? Ouais, en tout cas, à l'époque, c'est comme ça que je l'avais identifié. J'ai 2 petites sœurs qui m'ont carrément soutenue parce qu'elles voyaient bien que j'étais en train de descendre dans une espèce d'abysse, sans fond. Et puis les amis m'ont soutenue et je garde de très, très forts liens avec certaines personnes de cette agence, hein. Donc c'est ce qui m'a fait comprendre que je m'étais pas trompée et que le regard des autres, je le plaçais là où il fallait pas. Il était pas correct. On ne peut pas, je pense, se mettre à la place des autres. Du moment qu'on est authentique avec soi-même et qu'on est en accord avec sa propre image et ses propres choix, Tout à fait. je pense que Mais c'est difficile, effectivement, d'accepter... Le regard des autres, c'est quelque chose qui est hyper puissant. Et qui fait justement être les personnes... Enfin, dans des... dans des situations compliquées mentalement, c'est pas évident justement à dépasser ce regard-là. Sur le coup, ouais, je suis carrément d'accord. Mais après, je pense qu'une fois qu'on a compris que les autres étaient qu'un miroir, en fait, tout était dit. Ouais. Tout est dit, ouais. Et tu en as reparlé après avec tes parents, justement, par rapport du fait de la redescendance? Non, la communication avec mes parents est un peu compliquée, mais depuis petite. Donc c'est pas un sujet qui m'a porté. J'essaie de m'en détacher pour pas ni les encombrer ni m'encombrer moi. Ouais. En revanche, c'est ce que je te disais, c'est dans le regard de mon mari et de mes enfants que j'ai vu que les choses étaient calées. Ouais. Oui. Et c'est ce que tu as très bien fait. Du coup, tu as démissionné, donc tu étais à Lyon et tu as recréé ta vie professionnelle à Lyon aussi, ou c'est au départ de la Suisse, ou ça c'est au niveau temporalité? Alors j'ai donc démissionné en avril, 6 mois après, en ayant voulu monter un projet, mais alors qui n'a rien à voir, qui était de créer des objets textiles personnalisés pour les enfants, avec des petits dessins brodés que j'aurais imaginés. Le métier d'architecte s'est rappelé à moi et je suis devenue architecte libérale, du coup, à mon compte, en ayant été inscrite à l'ordre, en ayant porté serment, le truc très très solennel. Et je l'ai été pendant 2 ans, donc de 2012 à 2014, avant qu'en 2014, on décide de partir en Suisse. Ok, d'accord. Donc là, tu arrives en Suisse. Donc là, j'ai rejoint mon mari qui est parti 6 mois en avant. D'accord. Je suis restée à Lyon. 6 mois avec mes 2 filles à Lyon. Ok. Et ça a été d'une richesse inouïe. C'est-à-dire on a vécu beaucoup entre nous pour nous renforcer parce qu'il n'y avait plus le papa qui ne revenait que les week-ends. Donc il y a un vrai lien, je trouve, qui a été... Le lien, il existait déjà. Il a été juste renforcé et il a été protégé, en fait, ce lien. Donc il y a quelque chose qui nous porte toutes les trois, je pense, qui s'est installé là, ou en tout cas qui a vraiment pris vie à ce moment-là de notre vie, et qui aujourd'hui perdure et fait qu'on a une complicité, une écoute, et que je les sens et je les prends vraiment comme des guides, mes enfants. Et c'est là que je prends toute la mesure de ce qu'est être parent. Ouais. Et donc, on a rejoint le papa en août 2014, voilà, pour la rentrée scolaire de septembre. Ok. Donc, de 2014, tu es resté combien de temps en Suisse? On est resté 3 ans, 3 ans plein. 3 ans. Et comment ça s'est passé ces 3 années en Suisse? Je ne cache pas que les premiers mois ont été un peu compliqués parce que pour moi, j'étais encore architecte dans ma tête. Que mon mari m'avait bien vendu le truc en disant « Tu verras, il y a des grues, ça se construit partout, tu vas trouver sans problème ». Sauf que je n'ai pas trouvé tout de suite. J'ai fait énormément de démarches, de motivation. C'est très étrange d'ailleurs de se replonger dans ce genre de démarche de vie. Ouais. J'ai même refait des formations, j'ai fait des stages. À 40 ans, ça fait très bizarre de faire des stages en agence d'archi quand on a 12 années d'expérience derrière soi. Et puis le corps a parlé. Le corps s'est mis tout seul sur pause et le mental n'a pas pu suivre. Donc là, il était clairement temps de se dire que c'était OK et que c'était comme ça et que c'était vraiment pas grave en soi de dire que l'archi, c'était pas possible, en tout cas dans cette période de vie. Donc, une fois que j'ai accepté ça, le corps s'est remis en marche. C'est assez surprenant d'ailleurs, quand on commence à vraiment s'écouter et à interpréter les messages qu'il nous transmet. Et justement, ça a été long les choses se sont faites le corps a parlé d'un coup.
du jour au lendemain, je me réveillais plus, enfin, je ne pouvais plus me lever. J'étais prise de vertige au point que j'étais obligée de rester allongée en forme de croix par terre. J'avais les yeux qui brillaient. Ouais. Et très concrètement, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Au bout d'une semaine, déjà, ça allait mieux parce que voilà, je me disais, je m'autorisais à passer à autre chose. Le processus après de deuil de mon ancienne profession n'a pas été simple. La fierté et l'orgueil ont dû en prendre un coup. Ouais. Mais aujourd'hui, quand j'en parle, je suis super fière. Se mettre cette facette-là de côté. Oui, du coup, t'as pas de regret justement d'avoir mis... Non, aucunement, parce que les 12 années que j'ai vécues en tant qu'architecte m'ont énormément renforcée. J'ai vécu ce que j'avais à vivre et je mettais mes propres valeurs dans ce que je faisais, donc ça allait bien. Et puis quand on voit le champ des possibles après, à partir du moment où on s'autorise à y croire, c'est fabuleux. Alors tout n'est pas simple, hein, ça veut dire se reformer, ça veut dire relire des tonnes et des tonnes de textes pour répondre à ce qu'on attend de toi. Mais je suis contente aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai fait un beau virage, ouais. Il s'est fait par étapes. Tu parles de textes est-ce que de textes de formation, enfin de regarder des tutos, de lire des... Par rapport à ton nouveau projet professionnel? Alors le projet, j'en avais pas trop, pour être honnête. C'était un métier plus Ouais. Ouais. J'en avais pas trop, en fait. Je me suis un peu laissée porter pour tout dire. Mon mari s'est dit que, vu que j'avais des capacités informatiques, je pouvais tout autant enjoliver ces conditions générales de vente. Il est assureur. Donc, faire du beau autour de petites lignes qui nous donnent pas du tout envie et qui sont pas hyper sexy. Donc, l'idée, c'était d'organiser, mettre un peu de couleur autour de ça. Et puis, de fil en aiguille, de rencontre en découverte, et ben, c'est l'infographie qui s'est présentée à moi. Je me suis formée en même temps que je rendais mes mandats. Et c'était très intéressant de pouvoir rebondir et de se dire qu'on est capable, même passé 40 ans, qu'on en est capable. Ça, c'est fabuleux. On n'y croit pas au début. Ouais. On n'y croit pas, on a le sentiment d'avoir une vie toute tracée. Mais quand on voit les autres chemins qu'on a à défricher, et quand ils sont défrichés, la beauté qu'ils ont, c'est juste génial. Donc justement, quand tu dis on n'y croit pas, qu'est-ce qui t'a justement emmené vers entre guillemets, ce projet que tu n'y croyais pas? Qu'est-ce qui t'a poussé alors, sans doute ton mari, ton entourage peut-être Ouais, mais si j'y suis allée, c'est que ça faisait aussi écho en moi. Ouais. Et que quelque part, je me rends compte qu'essayer de faire du beau, c'est beaucoup. Et c'est déjà une jolie mission, essayer de faire du beau, bah oui, avec ce qui existe déjà, avec des mots, essayer de les enjoliver en les mettant en valeur ou en les mettant en couleur. Et je trouvais que ça, finalement, ça répondait pas mal à ce qui vibre au fond de moi, j'ai l'impression. Et du coup, tu pars justement vers cette nouvelle aventure professionnelle, oui. Tout en mettant l'accent sur tes enfants, ta vie de famille. Et là, du coup, ouais, j'organise ma vie d'indépendante autour de ma vie de famille. Du coup, je suis hyper disponible pour mes enfants quand elles sont là, que ce soit en vacances, en congé ou à la sortie de l'école. Et j'intensifie... quand elles sont à l'école, moi, mes propres recherches, mes formations et mon travail. Donc, en fait, tu fais différemment de ce que tu avais pu faire auparavant, quoi. Ça t'a servi, entre guillemets, de leçon ou tu as appris de ce que tu as pu vivre. Alors, tout n'a pas été facile parce que c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, on a tendance à vite faire déteindre une partie de son travail sur sa sphère familiale. Donc, c'est vite fait. Donc, avoir toujours en alerte le fait de ne pas tout mélanger. C'est pas parce qu'on passe devant son ordinateur en traversant le salon qu'il faut s'y arrêter pour regarder ses mails. Donc, tout a été aussi dans la mesure et un travail sur soi là-dessus. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est aussi un travail pour ne pas justement dépasser la sphère personnelle de la sphère professionnelle. On est d'accord, surtout quand on est indépendante et qu'on travaille chez soi. Absolument. Donc en fait, et que son bureau est dans l'espace commun. À l'époque, j'ai travaillé sous l'escalier dans le salon. Donc... ouais, il faut se mettre des limites, quoi. Ouais, carrément. Donc, durant ces 3 ans, du coup, tu te crées un nouveau métier. Un nouveau métier, un nouveau réseau. Je rencontre des personnes hyper inspirantes pour le coup.
parce qu'on connaît personne quand on arrive dans un pays à l'étranger. Du coup, tout est permis, tout est autorisé. Et tout autant, tout est compliqué, parce que les codes ne sont pas les mêmes, parce que tu sais pas où aller, parce que tu te demandes est-ce que telle personne est référencée et vaut le coup. Donc, tout est fait avec vachement plus d'impact et d'implication. Donc, ouais, je me suis fait un réseau, j'ai rencontré de très très belles personnes. Beaucoup m'ont fait confiance et me font encore confiance aujourd'hui. Je travaille encore un peu pour l'étranger. Et voilà. Et du coup, comme tu dis, tu t'es créé un réseau. Est-ce que ça a été assez spontané pour toi et aussi pour tes enfants qui, du coup, également bougeaient d'un lieu d'un lieu inconnu. Ils arrivaient dans une nouvelle école. Comment ça s'est... Alors, on les a bien préparés, on en a énormément discuté. Et puis, c'est là où souvent on se fait des montagnes sur leur adaptation, mais qu'au final, ils ont des ressources insoupçonnées. Et très honnêtement, c'est elles deux qui se sont intégrées beaucoup plus facilement que moi. Ouais. Très clairement. Et du coup, c'est inspirant. C'est inspirant parce qu'on se dit si des petites personnes comme ça sont capables de le faire et qu'elles en ressortent du positif et qu'elles s'enrichissent, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible pour nous. Ça met plus de temps. Oui. Ça met plus de temps. Alors, je dis pas qu'après, quand on a eu à leur dire qu'on rentrait sur la France, les choses ont été compliquées, mais voilà, D'accord. Elles sont bien adaptées. Mais parce qu'il y a eu communication et échange, on les a bien préparées, oui. Dans la mesure de ce qu'elles pouvaient recevoir, évidemment. Oui, c'est de les préparer. Oui. Oui, tout à fait. Les enfants, ils ont besoin de ça. Oui, des repères, mine de rien. Ouais. Oui. Donc, vous y restez 3 ans. Vous partez de la Suisse pour aller en Bretagne, c'est ça? Alors, en fait, septembre 2016, mon mari a fini sa mission et on lui propose de revenir pour la même boîte, mais sur Lyon. D'accord. Revenir, donc refaire le chemin à l'envers. Il y a un truc qui nous a dérangés à un moment donné. Du coup, sur une autre proposition qu'on a très rapidement étudiée, le 31 décembre 2016, on a pris la décision d'aller là où on ne connaissait personne pour une nouvelle vie. Et c'était Nantes. Du coup, pareillement, mon mari est parti 6 mois avant nous et on l'a rejoint l'été 2017 à Nantes, où on ne connaissait personne et où tout est resté à créer, à concevoir. Et c'est fabuleux. Donc finalement, vous avez créé plusieurs nouveaux départs. On a écrit plusieurs chapitres, plusieurs nouveaux chapitres de vie. Mais comme on était tous liés, tous les 4, c'était le noyau qui faisait que la continuité pouvait se faire de façon apaisée. Donc, l'arrivée à Nantes pour tes filles, comment ça s'est pareillement, comme on a pas mal échangé et qu'on les a bien préparées aussi, elles ont été très en colère au début, après tristes. Par contre, on a acté leur départ, on a fait une fête, on a pris le temps de dire au revoir à tout le monde. Et puis on a pris le temps de leur montrer de Nantes comment ça pouvait se faire, qu'est-ce qui est possible et quel champ des possibles il pouvait y avoir aussi, et que c'est pas parce qu'on fermait la porte à une page de leur vie que rien n'était possible et que plus rien n'était possible. Les amis, c'était possible de se les refaire, des activités, c'était possible d'en retrouver, mais voilà, il fallait un peu de temps et d'acceptation. Oui. Après avoir laissé passer la colère et la tristesse, c'était plus facile. Ouais. Donc depuis 2 ans, tu es sur Nantes avec ta famille. Voilà. Qu'est-ce qui a changé depuis ces 2 ans sur Nantes, sur ce nouveau départ du coup? Alors déjà, je généraliserai le retour en France, juste ça. Oui. Le retour en France n'a pas été simple. Quand on vit dans un pays qui, mine de rien, je voudrais pas non plus tout dénigrer, mais quand on a touché d'autres modes de vie, d'autres modes de pensée, revenir dans notre pays d'origine et de naissance avec ce qu'il a de colère, de plainte, on se prend un peu en pleine gueule et on se dit mais c'est dommage en fait. C'est dommage de ne pas essayer d'avoir juste confiance et de se dire que en faisant chacun un petit bout, les choses pourraient aller beaucoup mieux. Et je me suis très honnêtement pris la mentalité française en pleine tronche. J'avais oublié comment les Français se plaignaient, étaient tout le temps en colère, râlaient.
Les railleries des Français. Alors, ça me plaît pas trop d'avoir à dire ça, mais c'est ce qui, moi, en tout cas, m'a frappé quand je suis revenue. Oui, que tu Et n'avais donc, pas. l'intégration n'a pas été toute fluide. Ouais. Mais C'est plus tout parce que ton- j'étais en colère aussi d'avoir eu à subir de nouveau un départ. Alors que les choses étaient vraiment en train de prendre forme, que le réseau se faisait, que la richesse des échanges était juste magique. Et donc se dire qu'on allait vivre ça à distance, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es sur Nantes. Oui, C'est pour y rester ou vous n'avez pas pensé à plus tard ou... si forcément on pense à plus tard, quand on a tâté au goût de la découverte et de l'inconnu, ça te tient, je pense, à vie. Et c'est là où c'est très très drôle parce que j'étais absolument pas enclin au changement plus jeune. Chaque changement me faisait une peur terrible. Mais une fois qu'on y a goûté, l'excitation, l'adrénaline, cette espèce d'émerveillement de tout, c'est fabuleux. Donc on va rester un petit moment à Nantes. Je dis ça pour rassurer les enfants, même si elles ne m'entendent pas. Mais je pense que oui, ça va être l'histoire d'un nouveau chapitre qui va se terminer un jour. Et puis, Et et du puis, coup, et puis on partira. est-ce que tu alors conseillerais, je sais pas si c'est le terme, mais est-ce que Oui. tu ouais, tu conseillerais ou tu inciterais les gens à bouger de leur lieu habituel? Est-ce que tu... Alors, je le conseillerais pas. Je pense que chacun a à vivre ce qu'il a à vivre. Les changements, ils peuvent se faire déjà au quotidien dans des habitudes ou dans des rituels différents. Déjà, c'est sortir de sa zone de confort. De là à dire qu'il faut changer radicalement d'environnement géographique ou juste d'environnement de maison, c'est chacun qui trouve l'écho où il en a besoin. Moi, ce que je peux partager, c'est mon expérience. Oui, c'est ça. Mais en fait, comme tu disais au départ, tu n'étais pas enclin justement à bouger comme tu as pu bouger et qu'aujourd'hui, finalement, tu te rends compte que ça t'a enrichi énormément et ça t'a fait évoluer. C'est vrai que c'est quand même, je trouve, inspirant et c'est tentant, du coup, oui, je comprends. Parce que tu penses que c'est dû à des personnalités, toutes les personnes ne peuvent pas forcément apprécier ce changement. Oui. Ouais. C'est possible. Mais je pense qu'il faut rester juste alerte et ouvert aux signes, aux petits appels, aux petites étincelles dans la vie. Que ce soit dans les communications, les échanges avec les gens, tout autant que dans ce qu'on fait, dans ce qu'on voit. Et puis déjà, juste ça, c'est un voyage, je trouve. Et si après, en plus, le voyage t'amène carrément à l'étranger, je pense que il n'y a rien de plus beau. Mais voilà, après, j'ai qu'une petite expérience de 3 ans, et en plus en Suisse, c'est pas hyper exotique. Mais déjà, le changement a été radical. En termes de mentalité, d'habitude, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu me parlais de ton côté perfectionniste, maîtrise de tout. Est-ce que tu l'as encore? Je me soigne. J'essaie de me soigner. Et comment tu te soignes? J'essaie de faire appel à un petit doigt quand je m'y remets. Je vois que ça me peine d'y m'y remettre et que ça me travaille et que ça me fait perdre de l'énergie. Du coup, j'essaie de me reconnecter à mon intuition qui me dit ok, là c'est bon. Et c'est bon. Et puis que si toi ton mental te dit c'est pas tout à fait bon, autorise-toi à diffuser comme ça. Et puis c'est ok. Alors, du coup, comment ça se traduit ton perfectionnisme au quotidien? Alors, je vais prendre un exemple très concret. Ouais. Vas-y. Je peux, quand j'ai une proposition chiffrée à faire, je la fais au forfait parce que je suis incapable de compter mes heures. Et que je pense que j'aurais mis plus d'une personne en faillite si j'avais chiffré au nombre d'heures. Voilà, très concrètement, comment ça se... Alors ça, c'est côté professionnel. Côté personnel, comment ça se traduit? Ah, c'est une excellente question. Eh bien, écoute, typiquement, le fait d'avoir vécu tout mis bout à bout plus d'1 an sans mon mari et à devoir, du coup, tout gérer, logistique, organisation, le quotidien de mes filles et moi, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où les choses étaient faites par d'autres et que ça n'allait pas dans mon sens ou que c'était pas fait comme je le voulais, je pouvais vite faire monter l'émotion de la colère ou de la contrariété.
Sauf que le truc, c'est qu'on est 4, qu'il y a un papa, il y a une maman, on a fait ce choix-là et on a cette chance-là. Du coup, c'est bien que chacun ait sa place. Et mon perfectionnisme au quotidien dans ma vie perso, j'y travaille en lâchant prise et en me disant que les choses, si elles sont faites, c'est énorme. Et si elles ne sont pas faites à ma sauce, c'est encore mieux. Et ton mari, est-ce qu'il a ce côté perfectionniste ou pas du tout? Et non, pas du tout. Ok. C'est là où on s'apporte mutuellement, bien sûr. D'accord. Et on s'emmerderait sinon. Justement, tu as fait ce travail toute seule, d'enlever ce côté perfectionniste? Ou tu t'es aidée de... Je pense que c'est au fur et à mesure des rencontres, des échanges, de ce que j'ai lu, et puis du travail personnel que j'ai fait sur moi, du coup suivi par une acupunctrice. Okay. C'est un tout, je pense. C'est vraiment un ensemble de choses. Même si je le verbalisais pas, je savais que c'était quelque chose qui me puisait de l'énergie. Du coup, je me suis autorisée à travailler avec les outils que j'avais. Et ça le fait. Alors, je dis pas que le tout est figé. Hein. C'est un travail de longue haleine, une histoire d'une vie presque. Donc, c'est lié aussi à du développement personnel. Aussi, pas mal. Oui, tout à fait. À partir du moment où tu dois te repositionner dans ta vie pro, ça touche en fait toutes les autres sphères de ta vie. Et en effet, ça, ce que je pouvais travailler sur mon côté perso en termes de lâcher prise et de libérer mon perfectionnisme, ça se traduisait également dans mon travail. Et du coup, quelle place ça a justement ce développement personnel? Comment tu le travailles? Est-ce que c'est à travers des lectures? Comme tu disais, tu parlais des échanges aussi. Est-ce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, on met un petit peu tout et n'importe quoi dans le développement personnel. J'aurais tendance à dire que, en tout cas moi me concernant, j'ai absolument pas la prétention de dire ce qu'il faut faire aux autres, mais moi me concernant, je m'offre des toutes petites fenêtres de être bien. Ouais. Être bien, c'est quoi? C'est juste poser 5 secondes et puis ancrer dans la terre et les yeux tournés vers le soleil. C'est se faire un tout petit rituel le matin, de se poser, organiser sa journée et s'imaginer, la visualiser la plus positive possible. C'est des toutes petites fenêtres de tir que je m'autorise dans la journée. Je dis pas que j'y arrive tous les jours, mais c'est ce qui me porte en tout cas aujourd'hui. Et je vois comment du coup ça peut rayonner et les petites pépites qui peuvent se créer au quotidien grâce à ces petits calages d'être bien pour soi au quotidien, pour du coup rayonner et être bien avec les autres, en effet. Et justement, par rapport à ça, donc tu as participé à un salon du développement personnel. Tu as même créé l'affiche. Oui. C'était dans la région nantaise. Oui. C'était en mars dernier. Et puis, donc, tu as participé aussi parce que tu me dis si je me trompe, mais tu as créé un jeu de cartes, l'Oracle du Bonheur. Oui, très juste. C'est une très belle aventure. Ouais, co-créé avec Nathalie Gaillard, une naturopathe, c'est bien ça? Oui. Et tout à fait. Justement, par rapport à ça, je voulais savoir pour toi, qu'est-ce que signifie le mot bonheur? C'est une palette. C'est une palette d'artistes pour moi. C'est une palette sur laquelle il y a plein de couleurs. C'est une palette sur laquelle il y a des très jolis mots. C'est une palette sur laquelle il y a des étoiles, il y a des personnes. Le bonheur, c'est un petit peu tout ça, quoi. C'est une cuisine que tu peux changer un peu tous les jours, mais qui se base sur les positifs. Ouais, non, c'est joli. Positif, c'est un peu réducteur en même temps, mais ouais, c'est ça. C'est une palette de couleurs, de formes, de personnes, de mots, de moments, même de souvenirs. Ouais. Et se reconnecter à ces bons souvenirs qui nous ont fait du bien, ça participe de notre bonheur au quotidien, je pense. Ouais. Et pour le même chose, donc j'ai vu également qu'il y avait une citation que tu avais mise sur ton site internet pro. C'est « Je m'applique à toute chose en rêvant sans cesse », donc de Monsieur Pessoa ou Madame... Non, Pessoa, voilà. Monsieur, ouais. Est-ce que tu rêves sans cesse? Et si oui, à quoi? C'est une bonne question. Ça fait écho à ce que j'essaie de travailler aujourd'hui dans mon identité professionnelle. C'est comment je me définis, vu que sur Nantes, depuis que j'y suis, je découvre et j'autorise de plus en plus l'illustration à venir à moi, et donc du coup à la traduire dans les projets que je co-crée avec d'autres personnes, dont toi et Éclat de voix. Et donc du coup les rêves que je peux faire éveiller, ils sont là. Ils sont dans ce que je peux
offrir à l'autre qu'il n'a pas pour compléter quelque chose qu'il a déjà lui. En revanche, et c'est là où il faut que je travaille, j'aimerais beaucoup me souvenir de mes rêves, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de messages à nous apporter au quotidien. Mes rêves de nuit, mes rêves endormis. Ouais. Mais aujourd'hui, et c'est ça que je voulais dire en fait, ouais, le rêve nourrit mon projet de vie aujourd'hui. Ok. Clairement. Ouais. Et c'est ce que j'essaie d'apporter à travers mes illustrations. Oui. Ce petit côté qui m'est un peu unique, sans prétention, parce qu'il y a très très bons illustrateurs, de très beaux artistes aujourd'hui que je suis et que j'apprécie énormément, dont je me nourris. Mais voilà, je pense avoir un petit truc à moi qui fait que je peux mettre une petite poussière de rêve dans chacune de mes illustrations, de mes rendus. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans chacune des illustrations de l'Oracle du Bonheur, en effet. Mettre une petite pointe de rêve et chacun y voit son propre rêve après. Du coup, c'est ça qui est fabuleux. Tout à fait, oui, chacun l'interprète à sa façon. Exactement. Du coup, moi, je mettrai en dessous du podcast ces références, ton jeu de cartes, l'Oracle du Bonheur. Merci. Et puis également ton site internet pour montrer toutes tes belles illustrations et tes réalisations. C'est gentil. C'est plus un portfolio qu'un site internet. Hein. Ça fait partie des. Ça fait partie ils vont pouvoir voir tout ton doux talent. À faire cette année, mais ouais. Merci. J'ai 2 dernières questions et ça va être en fait des demandes de conseils. Alors la première demande de conseil, ça serait sur le rôle de maman. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu apprends ou comment tu apprends à tes enfants à les préparer à l'avenir. C'est vrai que quand on est maman, on s'interroge souvent sur l'avenir, comment bien les préparer, parce qu'à l'extérieur, on a toujours un peu peur pour eux. Comment les préparer à ça et à l'avenir et à un bel avenir. D'autant plus quand on a des filles d'ailleurs, je trouve. Alors j'ai pas eu de garçons, moi j'ai que des filles, je peux pas te dire non plus. Donc alors c'est pour le coup le rôle du papa aussi qui est très important, en tout cas la place qu'il prend dans la famille, parce que l'équilibre du coup il est important. Mais comment moi je les prépare, j'aurais tendance à dire je reprends ma palette de couleurs et avec mes pinceaux j'essaie de mettre en lumière ce qu'elles sont au fond d'elles, intérieurement. Et une fois qu'elles auront connecté à ça, je pense que tous les possibles sont ouverts à elles. Mais du moment qu'elles ont conscience de leur authenticité, qu'elles sont alignées avec leurs propres valeurs, mais ça se construit, je pense, pendant plusieurs années. Hein. Oui. On a encore un petit moment devant nous avant qu'elles se soient totalement identifiées. Mais en tout cas, moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est de les accompagner du mieux possible à se connaître, à s'accepter, à s'aimer surtout, pour pouvoir après rayonner et ne pas se laisser bouffer surtout. En espérant que les mentalités bougent, bougent parce qu'elles sont déjà, je pense, à des années-lumière de moi en termes de respect du féminin. J'aime pas trop parler de féminisme parce que je trouve que ce terme-là, il est un petit peu trop dur aujourd'hui, mais en tout cas de féminin, de respect du féminin, de l'accueil de leur féminin, dans tout ce que ça implique de beauté et de force. Oui. Donc voilà, moi, comment je les prépare aujourd'hui. Super. Et elle m'aide énormément parce que du coup, j'apprends sur moi à travers elle. Ouais. Oui, parce qu'il y a cette... justement, alors ce ne sera pas la dernière question, on aura une autre après. Ça me fait rebondir là-dessus. Oui. Comment tu associes en fait la place de la femme parfaite aujourd'hui et, est-ce qu'elle est trop omniprésente? Est-ce qu'elle justement emmène les femmes à être trop perfectionnistes? Elle n'est pas du tout ajustée avec la réalité de la vie. Et pour en revenir à ma super, en fait, il est magique cet outil que tu m'as fait mettre en forme. Ma super palette de couleurs et de crayons, je la prends et en fait cette image de la femme parfaite, je lui rajoute des cheveux en pagaille. Tu sais, comme quand on écrit sur les magazines et qu'on met des moustaches au visage. Et ben là, je lui rajoute des cheveux en pagaille, je lui rajoute 2-3 cernes, un tout petit peu de bourrelet. Ouais. Je lui rajoute un enfant par la main et des dossiers dans l'autre main. Et je lui rajoute un super joli smile. Un très très grand sourire jusqu'aux oreilles avec une étoile dans les dents, tu sais. Genre, mais je ne suis pas parfaite et c'est OK. Ma vie, elle est là du moment que je suis équilibrée et en accord avec mes valeurs, mon entourage. Et on parlait d'acceptation de soi, c'est exactement ça. Mais carrément. Et le gros travail est quand même là aujourd'hui pour nous femmes. Exactement. Je trouve. Oui, tout à fait.
Du coup, je termine par la dernière question. Et là, ça va être plus un conseil général pour toutes les femmes. Tu sais, moi, sur mon site internet, je donne des conseils pour simplifier leur quotidien, pour mieux s'organiser, pour prendre plus soin d'elles, les femmes en général. Par rapport à ton expérience de vie, est-ce que tu as un conseil que tu aimerais partager à toutes les femmes qui nous écoutent et un conseil peut-être qu'on t'a donné ou pas et que tu aimerais le partager ici. C'est pas facile parce que je vais parler pour moi, évidemment. Mais ça peut justement être... plusieurs femmes peuvent s'identifier par rapport à ton expérience de vie. J'aurais envie de dire, et ce mot-là, je l'adore, ayez de l'audace. Je trouve ce mot magique, ayez de l'audace. De l'audace pour soi, de l'audace dans la vie, de l'audace dans ses projets. Et je pense que ça, c'est... Oser plein de choses. Alors, c'est différent d'oser. Oser, oui, oser, je pense qu'on en a besoin aussi. C'est un joli moteur, une belle énergie. Mais l'audace, on est, je pense, nous, les femmes, très courageuses de beaucoup de choses. On emmagasine des trucs, des coups durs dans la vie. Du coup, on a du courage. Par contre, l'audace, c'est cette espèce de petit pétillement en plus qui va donner de la magie dans ta vie. Ouais. L'audace, c'est forcément lié à oser, mais voilà, l'audace. J'ai du mal à le définir. J'espère que ça fera écho chez les autres comme il faudra. Et ayez de l'audace, et faites-le, et partagez-la. Super. Partagez-la. Ouais. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Camille. Avec plaisir, Vanessa. Merci à toi. Et je te dis à très vite. À très très vite. Merci de ce que tu fais pour nous. Merci. Ciao. Ciao. Merci à Camille d'avoir accepté de partager son parcours de femme, de maman et d'entrepreneur. Une nouvelle fois, je lui suis très reconnaissante de l'illustration créée pour ce podcast. Bravo pour ce talent, Camille. Je vous mets en description le lien de son portfolio et de son jeu de cartes Oracle du Bonheur pour que vous puissiez découvrir son univers. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis sur mon site internet jdupeps.com sous l'onglet podcast ou sur les différentes plateformes audio. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut, salut!